Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Du 21 au 26 janvier, le secrétaire d'État américain réalise son 4e déplacement en Afrique. Une assiduité diplomatique qui souligne l'importance centrale que revêt l'Afrique dans la stratégie de Washington. Et comme chaque début d'année, l'Afrique est le théâtre d'un ballet diplomatique des puissances avec pour objectif renforcer les relations bilatérales avec le continent. Laisse entendre dans le discours des acteurs politiques, mais comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, ces visites cachent souvent, pour ne pas dire s'entendre, des visages d'une guerre hégémonique féroce, faisant de l'Afrique une nouvelle frontière de la concurrence entre d'un côté un Occident de plus en plus isolé qui fait face à ses contradictions et de l'autre la Chine et la Russie de plus en plus présentes dans le jeu géopolitique mondial, avec pour objectif parvenir à une nouvelle donne internationale plus équilibrée. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, il s'agit pour nous ce soir d'apporter un éclairage à cette tournée ouest-africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et au même moment de nous pencher sur ce duel Chine-Russie versus USA. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir de Linda Larbaoui, analyste politique. Bonsoir Linda, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à tout le monde et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et je serai également accompagnée d'un habitué de Cap sur l'Afrique, Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Très bien, je commence avec vous, Linda Larbaoui, parce que c'est la première fois que vous êtes avec moi ici, mais aussi par galanterie, et Gamel sera d'accord avec moi. Alors, on va se mettre dans le contexte, mais aussi un point historique. L'Afrique n'a jamais été au cœur des préoccupations de Washington ou américaines, mais ces dernières années, pour ne pas dire depuis les années 90, elle est devenue un enjeu central. Pourquoi ? Détrompez-vous, l'Afrique a déjà été un enjeu central. Dernière fois, c'était le congrès de Berlin 1884 qui a donné une puissance à l'Occident. Et ils se sont partagés l'Afrique et les richesses de l'Afrique. Et avant ça, c'était l'esclavagisme. Donc aujourd'hui, nous vivons une guerre mondiale. Il y a de temps en temps des conflits armés qui se déclenchent par-ci, par-là. Mais la véritable guerre, c'est une guerre économique qu'essaye de mener les États-Unis contre la Chine, mais contre aussi son allié qui est la Russie. Aujourd'hui, les Américains, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas une position géopolitique, c'est plus une position géostratégique, du fait qu'ils ont déjà perdu les pays asiatiques par la guerre qu'ils ont essayé de mener à la Chine en mer de Chine. Et par rapport à Taïwan aussi, là, la marine américaine est déjà partie depuis plus d'1 an. Les Chinois ont eu gain de cause. Et d'un autre côté aussi, nous voyons ce qui se passe en mer Rouge, en mer Méditerranée, la présence des États-Unis qui est complètement qui n'est pas voulu dans les pays arabes, vu tous les désastres que les États-Unis ont menés en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye également. Et il ne faut pas oublier que les printemps arabes ont commencé en Afrique, donc l'Afrique était déjà ciblée, et cela depuis 2007, quand les États-Unis nous ont créé Africom. Et en même temps, nous avons la création de Syntcom qui est en Égypte. Donc, c'est toujours un pays africain qui est concerné. Aujourd'hui, ce que recherchent les États-Unis, c'est plutôt les voix des Africains, les richesses des Africains aussi. Mais si nous voyons ce qui se passe actuellement, les visites de Blinken, c'est plus l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire renforcer leur position en Atlantique, parce de l'autre côté, nous avons la mer Rouge, et la mer Rouge, il y a une véritable guerre qui est déclenchée avec les Houthis, rejoint par toute la population yéménite. Donc la position américaine au niveau de l'Afrique de l'Est, elle est très affaiblie actuellement avec la guerre qu'il y a au Soudan, la Somalie qui se mêle, et puis l'Égypte aussi qui met le nez dans le conflit qu'il y a entre l'Éthiopie et la Somalie. Donc tout ça fait que l'Afrique actuellement, tout comme le Moyen-Orient, c'est une bombe à retardement qui risque d'exploser, et si jamais ça explose, c'est les États-Unis qui seront les perdants.
Très bien, je viens vers vous, Gamel Abina. Et Linda a commencé à nous en parler justement de ces tensions en mer Rouge. En mer Rouge, dans laquelle les États-Unis mènent une agression contre le Yémen à l'encontre du droit international, mais aussi soutiennent un génocide à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. Et pourtant, un des thèmes de cette visite de Blinken en Afrique de l'Ouest est de renforcer la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie selon les Américains alors et pourquoi ce thème ? Déjà, on se rend compte que Blinken ne va pas n'importe où, il va dans un pays, la Côte d'Ivoire, c'est sa première tournée, on dira, qui est en pleine compétition actuellement d'ailleurs. La Côte d'Ivoire qui est plutôt proche de la France, qui est plutôt un allié traditionnel, qui est plutôt une zone qui inquiète les États-Unis et la France, parce qu'il pourrait là aussi y avoir un effet de contagion, vu que le Burkina, qui est limitrophe, et évidemment les autres pays qui ont fait des coups de force militaires pour se débarrasser de l'influence française, auraient pu inspirer des putschistes ivoiriens à leur tour, puisqu'il faut rappeler quand même qu'Alassane Ouattara a pris le pouvoir par la force. C'est une chose qui a été oubliée malheureusement. Donc c'est vrai que les Américains ont bien compris et anticipé un mouvement. D'abord, ils voient que Macron ne va pas sur le terrain militaire, il n'a pas engagé de guerre depuis 7 ans où il est au pouvoir, c'est pas un va en guerre, on s'en rend bien compte, et il voit aussi surtout que la place qu'ils veulent vacante de la France doit être occupée, non pas par les Russes, comme ça semble être le cas pour la plupart des pays, comme le Mali, le Burkina et bientôt le Niger, mais par les États-Unis. Alors les États-Unis sont déjà en place au Niger, avec la base d'Agadez, une base militaire très importante d'ailleurs, une des plus importantes. Ils ont un allié de fait avec Ouattara qui leur est favorable, on le sait, et ils envoient un envoyé spécial. Justement, est-ce que les pays qu'a choisi Blinken pour sa tournée ne rentrent pas quelque part dans le giron de la France et rentrent directement en porte-à-faux avec les intérêts de la France? Est-ce que les États-Unis sont prêts à sacrifier un allié aussi traditionnel que la France pour ses intérêts personnels, on va dire? Alors ça, sur le papier, l'allié traditionnel, c'est une plaisanterie, il faut être un peu sérieux. C'est ce qu'on appelle des alliés de circonstance. Ils se sont devenus alliés parce qu'il y a eu une guerre, une première puis une seconde guerre mondiale. Ce sont les Américains qui retirent toujours les marrons du feu, mais n'oublions jamais que du temps de Kennedy, puis par la suite, les États-Unis ont encouragé l'indépendance des États africains contrôlés par les Anglais ou les Espagnols, Portugais et Français en particulier, et qui sont sur un terrain de concurrence. C'est-à-dire que les Américains sont des alliés politiques stratégiques, mais en aucun cas des alliés économiques. Or là, ça a été dit par Linda, le gâteau africain est un gâteau essentiellement économique et géopolitique et géoéconomique. Et donc le fait de prendre, c'est ce que j'expliquais, la place de la France en douceur, et on voit bien, le Niger, une base américaine, c'est pas anodin. On voit bien que cette tournée avec un homme qui, Blinken, parle couramment le français. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a été éduqué en France. Il a donc une longueur d'avance sur beaucoup de représentants français qui iraient sur des théâtres des pays anglophones, par exemple. Et il se trouve qu'il joue la carte de la séduction et de la sécurité. Il le dit lui-même, il ne faut surtout pas que la Côte d'Ivoire sombre, il faut l'aider, donc ils vont mettre de l'argent, ils vont mettre certainement de l'équipement militaire, certainement des bases américaines, pour empêcher la progression d'abord des Russes sur le plan militaire, qui a obtenu des résultats assez conséquents dans cette région-là, la CEDEAO, et surtout, et c'est le plus important, pour empêcher la présence chinoise, qui est le premier partenaire, par exemple avec la Côte d'Ivoire, premier partenaire économique. Donc il y a une guerre économique, une guerre politique, une guerre idéologique quelque part, l'Est contre l'Ouest, mais surtout une guerre de position vis-à-vis de ces alliés dont on parle beaucoup, parce qu'on fait de l'Occident un bloc monolithique. Ça, c'est un mythe fabriqué toute pièce. L'Occident, c'est surtout des nations en concurrence qui ne montrent pas leur dissension à l'extérieur. Et on voit bien que quand les Américains vendent par exemple des armements militaires au Moyen-Orient ou même en Australie, eh ben, ils font un coup bas à la France. Donc c'est vraiment une relation de concurrence et je pense que l'Amérique a tout intérêt à voir la France s'affaiblir pour prendre sa place à la place des Russes ou des Chinois qui commencent à occuper largement le terrain. C'est une des raisons pour lesquelles, sur le plan sécuritaire, ils mettent l'accent là-dessus. Sur le plan d'investissement, ils veulent se positionner parce qu'ils veulent conserver une zone d'influence en Afrique importante dans des pays en plein développement et qui vont faire que se développer à l'avenir. Très bien, justement, Gamel Abina, je viens vers vous. Linda, Gamel Abina vient de nous dire que l'Occident, finalement, n'est pas un bloc soudé, comme il a l'habitude de nous dire, avec ses positions et ses principes. Mais finalement, aujourd'hui, les intérêts économiques des États-Unis, quels sont les intérêts économiques des États-Unis au sein de l'Afrique, en particulier dans les pays que Blinken a choisis pour cette dernière tournée? Monsieur Abina vient de citer la zone de la CEDEAO. La zone de la CEDEAO, c'est un marché de plus de 450 millions d'habitants quand même. Si on rajoute à cela le Maghreb, et ben là, on dépasse largement le marché de plus de 500 millions d'habitants. Et aujourd'hui, avec la crise actuelle que connaît le monde, avec ce qui s'est passé, les 2 ans de fermeture de la crise du le Covid,
Covid-19, plus la guerre en Ukraine, et qui a complètement déstabilisé les États-Unis. Je crois qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils s'attendaient pas à ce que la Russie résiste autant avec les 16 000 sanctions qu'il y a eu contre les Russes. Donc, rajouter à cela aussi les problèmes qu'il y a en Europe actuellement, et puis la guerre entre le peuple palestinien et puis l'entité sioniste. Donc les États-Unis sont vraiment dans l'embarras. Pour la première fois, ils dépassent quand même les 33 trillions de dollars de dette. Donc ils sont très très mal en point au niveau financier, et un marché de 500 millions d'habitants, ça peut les aider. Mais je vais quand même rappeler une chose, que la zone de la CEDEAO, bien évidemment, c'est une zone française où les Américains mènent une guerre contre la France depuis 2007, et quand Sarkozy a été élu, il n'a fait que renforcer les positions américaines, déjà en retournant dans l'OTAN, mais jusqu'à là, il y a Macron qui résiste quand même, et la France, quand il y a eu la création d'Africom en 2007, février 2007, la France a quand même fait une chose, elle a favorisé un coup d'État en Mauritanie, et c'est à partir de là que la France a réintégré le Sahel, elle s'est réintroduite dans le Sahel. Donc c'est vraiment une opération géostratégique et politique qui avait été jouée par la France, et ça a été gagné, puisque la France est restée dans le Sahel jusqu'à je dirais en 2023. Au moment où il y a eu le coup d'État au Niger, qui a encore tout chamboulé par rapport au programme français, mais par rapport aussi à ce qu'envisageaient les Américains, puisque là, le Niger demande à revoir tous les contrats et demande à revoir aussi les accords par rapport à cette base. Mais il faut rappeler aussi que cette base est américaine depuis plus de 30 ans, ça ne date pas d'hier ou d'avant-hier, ça date depuis la fin de l'Union soviétique. Donc ça, il faut le rappeler quand même. Donc le Niger est perdu pour l'Occident, mais quand on remarque bien et quand on connaît l'histoire de l'hégémonie américaine, ce que les États-Unis essayent de faire dans ce qu'on appelle le précaré français, ils l'ont déjà fait par le passé, côté zone d'influence anglaise. Et les États-Unis aujourd'hui, ce sont les héritiers de tout ce qui est axe maritime qui était dominé par le Royaume-Uni, et puis par aussi la zone d'influence au Moyen-Orient du Royaume-Uni également. Donc c'est la même guerre qu'ils essayent de mener contre les Français, et ils ont mené exactement la guerre aussi à l'Union soviétique avec l'opération Safari Club pour faire sortir l'Union soviétique de l'Afrique, et c'était réussi. Donc aujourd'hui, ils mènent la même guerre contre les Français, et cette fois-ci, ils ont des gros problèmes, puisque la Chine a émergé depuis, la Russie est revenue en force en Afrique, et puis il y a aussi les peuples africains, et je dis bien les peuples africains, qui ne pensent plus comme dans les années 70. Aujourd'hui, nous avons un panafricanisme des peuples africains. Ce ne sont plus des leaders qui sont là pour se battre, pour libérer l'Afrique. Et tout ça, ça met du piment dans les épinards, et puis ça met aussi les Américains dans l'embarras. Donc ils essayent de me montrer patte blanche, alors qu'il ne faut surtout pas leur faire confiance. Si on se débarrasse du choléra, c'est pas pour avoir la peste en Afrique. Justement, Gamel Abina, Linda vient de nous dire que les peuples africains se mobilisent contre la présence impérialiste occidentale, et en particulier la présence américaine. En République démocratique du Congo, à l'annonce ou au début de la visite de Blinken, il y a eu des sit-ins qui ont été organisés pour dénoncer cette visite, dénonçant notamment l'hégémonie américaine, non seulement en République démocratique du Congo, mais sur l'ensemble du continent africain. Quel est le rôle américain autour de l'abcès auquel fait face aujourd'hui la République démocratique du Congo à l'est? Je fais référence au Nord Kivu. Vous savez, déjà, on se rappelle traditionnellement, c'était à l'époque, les États-Unis avec la CIA, en travaillant de concert avec les Français et pour le coup et les Belges, avaient fait assassiner Patrice Lumumba, en passant par des prête-noms, en passant par des hommes de main. Ils avaient tout fait pour déstabiliser le pays. Il y a les opérations du Katanga. On se souvient aussi de la volonté de faire sécession de certaines régions. On se souvient de la volonté de ne pas laisser la RDC, le Congo traditionnel, devenu après un territoire complètement sous contrôle d'un homme qui était affilié à l'Occident,
l'Occident, Mobutu. Donc on se souvient effectivement que les États-Unis ont toujours été à la manœuvre dans la région, que ce soit dans les Grands Lacs. Aujourd'hui, la manœuvre se fait de façon très habile entre les Américains et les Anglais en passant par le Commonwealth, les Américains en passant par les aides de coopération militaire et les pseudo-relations gagnant-gagnantes. Mais en vérité, vous posez la question, qu'est-ce qu'ils ont à manœuvrer? Il faut savoir que la RDC est un territoire, on peut peut même plus parler de pays tellement il a été morcelé, qui est un véritable vivier de richesse et pour lequel la plupart des pays alentours sont en train de faire des pillages organisés avec l'assentiment des États-Unis. Personne n'intervient et il faut rappeler le chiffre. On est entre 6 et 8 millions de morts sur 20 ans. C'est ça le massacre de RDC. On n'en parle pas. 45 000 morts par mois en moyenne, c'est vraiment une véritable catastrophe, avec effectivement le sentiment que les Américains, ça leur va très bien. C'est des conflits de basse intensité, c'est des conflits localisés, aux frontières en particulier, et c'est des conflits qui n'empêchent pas l'exportation de tout ce qui est de richesses minières, pétrolières, gazières, boisières. Enfin, on a tout un tas de richesses dans ces pays-là, et c'est le pays le plus riche de la Terre, pour le coup, en termes de ressources, et le plus pauvre en termes de niveau de vie des habitants, puisque c'est la guerre. Et donc oui, qu'est-ce que font les Américains? Comme partout en Afrique, ils manœuvrent. Comme partout en Afrique, ils essaient d'évincer leurs alliés occidentaux. Et comme partout en Afrique, ils sont inquiets par la présence chinoise très forte. La Chine, depuis 20 ans, ne fait tous les ans que des sommets Chine-Afrique. Les Russes font de même actuellement. Les Turcs et les Américains commencent à faire des sommets économiques pour montrer qu'ils sont soi-disant au même niveau que les autres. Mais ils ont un retard, ils ont des cases de retard, parce que la politique américaine, à l'origine, c'est une politique géopolitique anticommuniste qui poussait à la guerre. Et aujourd'hui, cette politique a revu un petit peu sa copie parce que les questions économiques sont devenues centrales et se rend bien compte que la séduction de la Chine par l'économie et du sécuritaire par la Russie fait qu'ils sont largement dépassés. Donc, ils essaient de revenir, ils essaient de montrer un visage un peu plus avenant, ils essaient de donner le sentiment qu'ils sont là pour le développement de l'Afrique et qu'ils feront tout pour que ça fonctionne, avec la sécurité, bien évidemment. Mais en vérité, leur véritable sous-jacent, c'est l'objectif toujours de faire main basse sur les richesses, de faire en sorte que l'Afrique soit monoproductrice de richesses, pour chaque pays a sa petite richesse, et de ne pas laisser la possibilité aux Africains de développer leurs industries, de ne pas laisser aux Africains la possibilité de développer une idée panafricaine, d'une unification africaine, où il y aurait un marché intérieur. Et on se souvient du rêve de Kadhafi qui allait dans ce sensla. On a vu ce qu'ils en ont fait. Ils ont saccagé la Libye, assassiné la moitié de la famille de Kadhafi, dont Kadhafi, uniquement pour contrer ce rêve. Donc les États-Unis sont toujours à la manœuvre, vous n'y croyez. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Ils ne le font pas pour une relation gagnant-gagnant. Ils le font pour une relation où ils sont uniquement les gagnants, avec en face d'eux des gens considérés finalement comme des esclaves. Très bien, merci Gamel pour cet éclairage. Madame, Monsieur, je vous retrouve dans un petit instant après cette courte page publicitaire. Madame, Monsieur, re-bienvenue dans ce plateau de Cap sur l'Afrique qui se penche ce soir sur la tournée d'Anthony Blinken en Afrique de l'Ouest, mais aussi sur cette guerre d'influence que se livrent les puissances pour contrecarrer l'influence d'un côté des États-Unis et de l'autre de la Russie et de la Chine. Je viens vers vous, Linda. Gamel vient de nous expliquer que finalement les États-Unis essayent de donner une autre image de sa politique étrangère, essayent de se lancer dans une opération marketing, dans une opération séduction, mais les langages de Blinken restent toujours les mêmes. Nous voulons aider l'Afrique, nous voulons apporter plus de démocratie en Afrique. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie, elle a été bafouée par les États-Unis. Pourquoi est-ce que justement les États-Unis refusent de remettre en cause ce logiciel-là? Les peuples africains, vous l'avez dit, Linda, sont aujourd'hui panafricains et expliquent qu'on veut aller vers d'autres relations avec les puissances. Pourquoi est-ce que les États-Unis s'infligent finalement cette torture à vouloir garder un logiciel qui ne marche pas? On remarquera que quand les pays africains, les 54 pays africains ont voté en faveur de la Russie quand la guerre en Ukraine a commencé, il y a eu quand même une cinquantaine de pays qui étaient pour la Russie et ne voulaient pas sanctionner la Russie. Donc là, il y a eu des intérêts des États-Unis envers l'Afrique et puis il y a un sommet Afrique-États-Unis qui s'est fait où Biden a invité tout le monde et il a essayé de montrer patte blanche. Et là, justement... je rappelle qu'il n'avait pas invité le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qui étaient en période de transition, estimant que ces transitions n'étaient pas démocratiques. Exactement. Et pendant ce sommet, il y a quelque chose qui s'est passé et la presse n'a pas fait attention. C'est qu'au moment où tout le monde était réuni avec Biden, M. Abdel Fattah Sisi, lui, était convoqué au Pentagone
et il était avec l'un des ministres sionistes israéliens et ils ont signé des accords avec les États-Unis et c'est donc CENTCOM pour la domination de la mer Rouge. Aujourd'hui, il y a une guerre en mer Rouge. Mais la question qu'il faudrait se poser, justement, Blinken qui vient en Afrique avec ce gros conflit qui se passe en Palestine, je dirais même cette guerre sans merci envers le peuple palestinien. Donc Blinken qui vient en Afrique, est-ce qu'il vient pour représenter le ministère des Affaires étrangères américain ou est-ce qu'il vient pour représenter le côté juif sioniste israélien? Donc c'est une bonne question quand même à se poser, puisque aujourd'hui la force de l'Afrique, ce n'est pas uniquement les matières premières. L'Afrique, le continent africain, c'est le seul continent qui domine les 4 axes maritimes les plus importants où nous avons 55% des marchandises, bien évidemment avec les hydrocarbures qui transitent par là. Donc nous avons Gibraltar, nous avons le canal de Suez, nous avons Bab el-Mandeb, la corne de l'Afrique, et puis le cap de Bonne-Espérance. Donc tout ça fait que si jamais au niveau de l'Afrique du Sud qui mène une guerre aussi au niveau du tribunal international contre l'entité sioniste et le massacre du peuple palestinien, si jamais l'Afrique du Sud réagit justement pour ne pas laisser les bateaux israéliens voire américains passer, et ben là il serait vraiment dans l'embarras. Donc que représente Biden aujourd'hui? Que cherche-t-il? Est-ce qu'il cherche juste à renforcer la position des États-Unis ou est-ce qu'il cherche à positionner l'État sioniste, puisque l'Afrique s'est prononcée contre à ce que l'État sioniste soit au niveau de l'Union africaine comme membre observateur. Donc l'Afrique s'était prononcée, était contre. Aujourd'hui, l'État sioniste a tous les peuples arabes contre lui. Les États-Unis également, il est indésirable. Hier, nous avons eu une nouvelle par les journaux américains dont Falling Policy qui annonce que le retrait des forces américaines de la Syrie, et puis ils veulent mettre le chaos en libérant les 10 000 Daesh, soldats de Daesh qu'ils ont là-bas, et puis l'Irak aussi qui ne veut plus entendre parler des forces états-uniennes chez elles, même otaniennes, le Yémen pareil. Donc vu qu'ils ont perdu toute cette position, ils ne peuvent plus positionner l'État sioniste par rapport à ce qui était envisagé et la normalisation avec Israël. Est-ce qu'aujourd'hui Blinken ne vient pas aussi pour essayer de renforcer ce rang aussi? Donc il ne faut pas négliger, tout le monde voit aujourd'hui. Linda, est-ce que c'est les destinations choisies par Blinken qui vous font mener vers cette analyse? Parce que par exemple, Blinken, il a dit que la Côte d'Ivoire était un pays de plus en plus stable, en particulier depuis l'arrivée de son président à la tête du pays, Ouattara, qui a été quand même maintenu au pouvoir par une intervention française. Donc est-ce que c'est les pays choisis? Est-ce qu'on peut considérer que ces pays choisis sont finalement des régimes relais de l'Occident? Bien sûr. Ce ne sont pas des chefs. On se serait adressé à monsieur Assimi Goïta. Je pense que les choses se seraient passées différemment, puisque Assimi Goïta est venu pour rétablir l'ordre dans son pays. Monsieur Traoré, pareil. Diani aussi au Niger. D'ailleurs, il veut revoir ses accords avec les États-Unis. Mais quand on parle de Ouattara, on parle d'un homme qui a été mis par l'Occident. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de France, c'est terminé. On parle de l'Union européenne et il n'y a plus d'armée française non plus. On parle de forces otaniennes. Donc, quand l'OTAN parle, c'est les États-Unis qui parlent. Quand l'Union européenne parle, eh ben, c'est parce que les États-Unis ont décidé. Nous l'avons vu ces dernières années, depuis la crise du Covid jusqu'à là, c'est toujours les États-Unis qui parlent et c'est toujours les autres pays qui obéissent. Donc, la position
au niveau des pays anglo-saxons, des pays du Commonwealth, je pense que c'est déjà affiché. Il y a la plupart des pays qui suivent l'Afrique du Sud. D'ailleurs, on le remarque bien au moment où l'Afrique du Sud a entamé sa procédure contre l'État sioniste. Il y a l'Allemagne qui s'est rangée du côté de cet État pour essayer de défendre ses positions. Et bien tout de suite, la Namibie a répliqué pour attaquer l'Allemagne carrément pour génocide contre le peuple namibien. Donc les Africains bougent quand même. L'Afrique de l'Est, malgré que ce soit des pays qui sont dans le Commonwealth, justement, ils connaissent le danger américain, le danger anglo-saxon. Donc, ils bougent. Reste l'Afrique de l'Ouest qui est plus alliée à la France. Et puis, c'est à partir de là que les États-Unis travaillent. Ils essayent de rallier au moins ces voix envers eux. Il y a par exemple, le Sénégal, qui était en pleine négociation il y a 2 ou 3 ans pour accueillir le siège d'Africom. Et ce sont la plupart des pays africains, justement, comme le Mali ou comme le Burkina, tout ça, qui se sont opposés à ce qu'il y ait une base américaine de l'Africom. Donc, ce côté-là n'est pas tout à fait stable et n'est pas allié aux États-Unis. L'Afrique de l'Ouest n'a pas un esprit anglo-saxon. Et c'est ce que M. Ouattara cherche, et c'est ce que, M. Blinken cherche chez M. Ouattara. Mais je reste persuadée que ce qui se passe actuellement, on ne peut pas exclure l'histoire palestinienne, puisque l'Afrique a quand même 54 voix. L'Afrique, en 1971, je crois en 72, c'était grâce à l'Afrique que les Chinois ont rétabli leur siège à l'ONU. Et puis quand la Russie s'est retrouvée face à tous les pays occidentaux en 2022, c'est les voix africaines qui ont réussi à sauver l'économie russe. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une entité qui risque quand même des grosses sanctions. Et cette fois-ci, c'est un tribunal très particulier qui est en train de juger l'entité sioniste israélienne. C'est un tribunal. Actuellement, ce qu'il faudrait quand même comprendre et savoir, c'est que ce tribunal, s'il il a été choisi, ce n'est pas par hasard. Parce que si jamais l'État d'Israël ne reconnaît pas ou n'applique pas ce qui est fait par ce tribunal, là, ils remettent en question toute leur histoire, puisque c'est un tribunal qui a été monté pour juger les Allemands pour crimes de guerre. Donc, il y a toute une histoire derrière, et moi, je suis persuadée que les choses sont liées et que M. Blinken, il ne porte pas qu'une seule casquette, mais 2 casquettes pour essayer de repositionner l'État sioniste en Afrique. Très bien, je rappelle qu'au sein de l'Union africaine, la question palestinienne, comme toute question de décolonisation, fait partie des priorités du continent et de son organisation continentale. Je viens vers vous, Gamel Abina. Comme vient de nous l'expliquer précédemment, Linda, la mer Rouge aujourd'hui qui cristallise l'ensemble des tensions, qui s'est voulue comme une expansion du génocide que subit actuellement le peuple palestinien à Gaza. Est-ce qu'on peut dire que finalement les tensions en mer Rouge sont aussi la cristallisation de cette guerre d'influence que se livrent d'un côté les États-Unis et la Chine? Oui, il y a beaucoup de liaisons par rapport à ça. On se souvient par exemple que la Somalie, qui a été détruite littéralement, c'était un ancien pays soviétique, enfin communiste plutôt, je dis bêtise, qui a été littéralement atomisé par les États-Unis avec leur intervention à l'époque contre les Janjaouids, contre les Chebabs. Cette Somalie n'existe plus aujourd'hui. C'est 4 États complètement déstructurés. Il n'y a plus de pays centralisés, plus d'armées, plus rien. Et ils tiennent la Corne de l'Afrique. Donc c'est vrai que c'est un passage obligé, c'était dit par Linda. Il y a 4 zones avec le canal de Suez très importantes aux extrémités africaines qui font que l'Afrique est devenue un centre commercial sans le vouloir. Mais ça rejoint à l'époque la traditionnelle route des Indes, route de la soie. Donc qu'est-ce qui se passe? On a des États-Unis qui sont inquiets effectivement sur la sécurité. D'ailleurs, ils parlent beaucoup de sécurité, moins d'économie que de sécurité. Et ils sont inquiets sur l'influence russo-chinoise qui fonctionne très bien. Mais par exemple, on peut citer Hillary Clinton qui disait il y a quelques années, aujourd'hui on fait face à un impérialisme chinois auquel on devrait faire face. Alors que quand Hillary Clinton parle d'impérialisme, on peut mettre ça entre parenthèses et se poser des questions. Vous savez, ce que je pense de cette femme, ça n'a pas volé bien haut. Hein. C'est une criminelle qui est vulgaire, qui a ri de la mort de Kadhafi. J'ai aucune sympathie pour le personnage. C'est une vulgaire impérialiste
qui est très barbare. On ne rit pas de la torture ou de la mort d'un homme. Mais bon, Hillary Clinton ne représente qu'elle-même et ne représente pas grand-chose. Par contre, l'impérialisme américain n'est pas discutable. La problématique, c'est que les Chinois ne sont pas impérialistes. Ils ont un impérialisme qui existe, qui est économique. Effectivement, c'est un grand empire économique qu'il est depuis 400 ans. C'est pas d'hier, c'est eux qui ont inventé le commerce mondial. Mais surtout, les Américains aiment beaucoup parler à des gens qui leur sont favorables. Prenons l'exemple de la démocratie. Vous en avez parlé. Les Américains parlent aux démocrates africains. C'est quand même une sacrée plaisanterie. Parce qu'en Afrique, il y a très peu de démocratie et quand elles existent, elles posent problème. Et surtout, lorsqu'il y a une démocratie qui va naître au Moyen-Orient, comme lorsqu'il y a les élections à Gaza en 2006 où le Hamas l'emporte, là, on ne parle plus aux démocrates. Et pourtant, ils ont fait une élection démocratique qui a été acceptée par la communauté internationale comme étant parfaitement en règle. Mais comme les gens qui arrivent au pouvoir ne leur conviennent pas, eh bien, on ne leur parle pas. Les Iraniens sont démocrates, on ne leur parle pas. Les Turcs sont mal vus en démocratie. Les Libanais sont démocrates, on n'en parle pas. C'est dire un peu. Et les Africains démocrates, quand ils existent, on fait semblant de ne pas les voir. Et quand d'autres fausses démocraties, quand c'est des coups de force, par exemple, je suis désolé, mais on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire soit née d'une démocratie. C'est un coup de force militaire français qui a conduit au pouvoir un homme, Alassane Ouattara, qui est un compagnon du FMI. C'est quelqu'un qui a l'habitude des instances internationales, qui a l'habitude de parler aux Américains, qui a l'habitude des intérêts qui sont étrangers à son propre pays, puisqu'il défend tous les intérêts de la Banque mondiale, du FMI et de tout le système d'ultralibéralisme. Eh bien, ces Américains l'aiment bien parce qu'ils parlent le même langage. Un homme qui va faciliter la fuite des capitaux de son pays, la fuite des richesses de son pays à des tarifs qui sont largement sous-évalués. Tout cela donne à penser. On peut se dire, mais pourquoi les Américains sont en Afrique ? Effectivement pour les raisons géopolitiques, effectivement pour les raisons de contrôle de la région, on voit bien que l'Égypte est sous contrôle, mais surtout tout ce qui concerne la Corne de l'Afrique, donc du trafic maritime, pétrolier, gazé et commercial, mais surtout les Américains sont en Afrique pour contrer la puissance hégémonique de plus en plus importante économique chinoise et la puissance hégémonique de plus en plus importante militaire qui se fait, il faut le rappeler tout de même, en collaboration. La différence entre l'impérialisme américain qui est un impérialisme de domination et d'écrasement et le pseudo-impérialisme chinois ou russe, c'est que ces deux puissances n'ont jamais conquis aucun territoire. Elles y vont par la séduction, par la conviction, elles font de la collaboration, elles construisent des routes, des autoroutes, c'est vrai, là on n'est pas dans la colonisation, elles sont payées pour ça, mais elles font un travail vraiment proactif. Quand on voit ce qu'ont fait par exemple les Russes au Mali, où ils ont donné moyen au Mali de pouvoir se défendre et d'avoir un équipement militaire de pointe, ça c'est une question depuis 60 ans qui n'existait pas du côté occidental, parce que les Occidentaux ne veulent surtout pas apprendre à un homme à pêcher, ils préfèrent continuer à lui vendre du poisson. Et bien là c'est pareil pour les Chinois, ils considèrent que l'Afrique doit être prise au sérieux, c'est un continent qui a une croissance à 5% en moyenne par an, et c'est un continent qui mérite d'être développé parce qu'il devient central dans le monde. Tout est produit en Afrique en matière première, et demain tout sera produit en Afrique en matière de transformation et d'industrie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis ne voient pas l'Afrique comme un partenaire économique, même s'ils prétendent vouloir travailler avec l'Afrique et non pas pour l'Afrique. Ils voient l'Afrique comme un vivier de richesse à se faire, un vivier de possibilités de vendre des produits manufacturés et de continuer cet impérialisme économique, politique, culturel et surtout militaire états-unien sur l'Afrique. Très bien, Gamel. Je viens vers vous. Linda, le chef de la diplomatie chinoise a également opéré une tournée au début de l'année 2024. Selon vous, quels ont été les moments forts de la tournée du chef de la diplomatie chinoise ? Moi, je dirais que le moment fort était la semaine où la guerre à Gaza a éclaté. Donc, ça remonte à quelques jours après le 7 octobre, puisque il y a eu une conversation téléphonique qui a été révélée par le journal Global Times, donc c'est un journal chinois, entre le ministre des Affaires étrangères chinois et Blinken, donc le ministre des Affaires étrangères américain, où le Chinois lui a dit clairement que l'entité sioniste, donc Israël, n'a pas à occuper des terres, et s'il n'y avait pas cette occupation et cette colonisation, il n'y aurait pas eu de Hamas, donc le problème n'est pas de Hamas, et il a été très loin pour lui dire carrément que ce monde-là qui a été créé en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un monde qui a été créé injustement après 2 bombes nucléaires que les États-Unis ont balancées au Japon alors le Japon avait abdiqué, et puis sur le malheur aussi du peuple palestinien. Et c'est à partir de là que les tensions ont commencé à venir, et nous voyons d'ailleurs clairement que les Chinois soutiennent favorablement le peuple yéménite, sans parler des Houthis. Ils soutiennent ce que le Yémen fait, pas indirectement, mais directement. Ils ont refusé justement de dissocier ce qui se passe
avec les Houthis et ce qui se passe avec Gaza. Et ça, c'est des choses qui sont révélées par les Chinois eux-mêmes, en qui j'ai confiance. Les Américains, autant les Américains, c'est de la propagande et c'est des médias mensonges, autant les Chinois essayent de rester dans des faits réels et de ce qui s'est passé et dans la vérité. Donc c'est ça le moment le plus important. Mais je vais revenir aussi à cette tournée par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas négliger non plus le dossier du Sahara occidental qui est revenu en force après un statu quo d'une trentaine d'années, une guerre qui s'est réenclenchée. Et puis actuellement, on a vu ces derniers temps que ça a bougé beaucoup au niveau du Sahara occidental. Il y a eu beaucoup de mouvements au niveau des personnalités de l'ONU, de la MINURSO, au niveau aussi des Américains qui ont visité le territoire sahraoui. Donc, si ce problème a été créé en 1975, parce que ça a démarré en 1975 justement. C'est par rapport à l'Atlantique et l'Alliance transatlantique et l'OTAN également. Donc là, les États-Unis refusaient catégoriquement qu'il y ait une présence de l'Union soviétique qui aidait le peuple sahraoui, le Polisario, à s'armer et à lutter pour prendre l'indépendance. Donc il y a des documents qui ont été déclassifiés, des documents qui concernent Kissinger et que c'était lui qui avait mis tout ça en place. Et ces documents ont été déclassifiés, on peut les retrouver facilement sur Internet, ça explique clairement ce problème. Donc il y a le dossier Sahara occidental qu'il ne faut pas négliger dans cette visite, tout comme le dossier palestinien aussi. Donc les Chinois qui soutiennent justement le peuple sahraoui également pour qu'il prenne son indépendance. Là, c'est la position forte de la Chine. La Chine, ce que M. Abina disait, c'est tout le contraire. La Chine a subi l'occupation, a subi l'esclavagisme, ce qu'ils appellent les Chinois le siècle de la honte. Et bien nous, en Afrique, nous avons les 3 siècles de la honte quand même. Donc les Chinois n'ont rien à se reprocher. Les Russes non plus. Les Russes les Slaves qui étaient indésirables par l'Occident, par l'Europe de l'Ouest, donc ont développé depuis l'empereur, depuis le tsar, ont développé une diplomatie très intéressante et très influente. Donc la diplomatie russe, elle est vraiment importante dans le monde et elle est professionnelle, contrairement aux Américains. Quand on voit les Américains et là où ils ont mis leurs pieds, c'est du vol à main armée. Ce qu'ils font en Syrie, par exemple, à piller le gaz et le pétrole syrien, à utiliser Daesh pour renforcer leur position, ça c'est du vol à main armée. Ce qu'ils ont fait en Irak, c'est du vol à main armée. Les États-Unis ont quand même une politique assez sale où on va passer du côté stigmatisation. Après la stigmatisation, on va passer à la diabolisation. Ce qu'ils ont fait en Ukraine, au départ, on a stigmatisé les Russes. Après, on a diabolisé Poutine. C'était la guerre de Poutine. Ils ont essayé de l'isoler. Donc, ils vont vers l'isolement. Ce qu'ils ont fait à Kadhafi, ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein. Et à partir de là, une fois que leur proie est isolée, c'est là où ils attaquent. Cette fois-ci, ils ont 80% des populations mondiales qui sont contre eux et le continent africain qui est très riche, qui domine plusieurs axes maritimes et qui a 54 voix au niveau de l'ONU. Donc il y a pas que les richesses. Très bien, Linda, merci. Malheureusement, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti pour cette émission. Gamal Abina, vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Je dirais simplement qu'avec le choix des partenaires aujourd'hui, et surtout avec le passif qui est très lourd du côté occidental, les Africains n'ont pas trop de soucis à se faire. Les seuls qui vont composer avec les Blinken et autres représentants occidentaux seront des gens qui sont totalement acquis à leur cause, des vendus en l'occurrence, mais les peuples ne sont pas dupes de cela. Et surtout, le choix des partenaires les autorise à pouvoir travailler ensemble pour commencer, et avec des pays de l'Est reconstitués, Chine, Russie, Inde et j'en passe, qui seront beaucoup plus solides. Très bien, merci Gamel, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci Linda Larbaoui de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. L'info continue sur l'ensemble des plateformes digitales de Al 24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine.